Après quelques petites difficultés techniques, j'espère que tout le monde va bien en ce beau lundi soir glorieux où nous allons parler de ménopause. Alors, je vais inviter, j'attends pour inviter ma docteure ayurvédique Megan Hayes. Et je vais lui demander d'aller mettre ses informations. Vous allez pouvoir aller aimer sa page durant l'entrevue. J'attends qu'elle arrive pour l'inviter à l'entrevue sur la ménopause. Alors, j'ai hâte de vous la présenter. Alors, je suis en train de... Merci de partager. Ça va être la ménopause revue et corrigée comme vous l'avez jamais entendu parler. Et ça va être selon l'Ayurveda. Donc, j'ai hâte de vous parler de son parcours très impressionnant alors, j'attends qu'elle arrive. Et, oups, et voilà. Attendez, envoyer l'invitation. Elle s'en vient. Alors, voilà. Megan, hi, it worked. Hi, it worked. Yay. Hello, comment ça va? How are you? I'm doing very well. How are you? Happy to be here. Very happy to have you. It's always quite an experience. Alors, c'est toujours une grande expérience d'essayer ces Facebook-là en live. Donc, I'm almost sitting on my router to make sure this works well. So, Good. So I'll introduce you in French, okay? Okay. Okay. So, alors, merci tout le monde d'être là en ce lundi soir glorieux. Merci de partager la vidéo. Et je vous remercie, s'il vous plaît, de me faire des pouces si le son est bon. Donc, je suis avec Megan Hayes. You're at Salt Lake City right now, yes? Currently, I am with my family in Alabama, but normally my home is in Salt Lake City, Utah. Perfect. So make sure you put the volume to the maximum if you can. Et donc, so we're from Utah, right? Alabama right now. Correct. Perfect. So, alors, this is why I love technology, because there's no more frontier. Exactly. Yes. So, alors, je suis avec Megan Hayes, qui est ma docteure en Ayurveda, et je vais la présenter comme il se doit parce que vous pouvez avoir accès aux bons soins de Megan, et on est ici parce que nous croyons toutes les deux à une médecine intégrative. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de prendre le meilleur des soins médicaux à notre portée ici en Amérique du Nord, mais également de s'ouvrir aux possibilités qui existent par des soins de d'autres types d'approches en médecine et d'approches cliniques pour compléter les bons soins qu'on a également et pas se sentir pris en otage. I was just saying an intro about integrative medicine, and this is what we firmly believe, that although there's a lot of hospitals that are busy and doctors that are full capacity right now, we believe that you can have your family doctor that follows you and also be followed by an Ayurvedic practitioner. And what I believe, and I know we share this, and correct me if I'm wrong, but Ayurveda should precede often before we go to our family doctor, because you can do so much with lifestyle, diet, herbs, rituals to ease the mind and the body. Yes? Absolutely. Ayurveda is preventive medicine. So it can not only help prevent chronic disease, but then it can come in either as some decide to use Ayurveda as their sole form of medicine, of treatment, and it can be very effective.
And some choose to use it as complementary medicine, and it works very well with Western medicine and other modalities. Perfect. So let me just ask Daniel to make sure he shares the interviews. Fait que Daniel, si jamais tu peux. Parfait, numéro 1, avec le texte. Hein? Parfait. Donc, merci à tout le monde de partager parce qu'on pense que c'est très important ce qu'on est en train de faire et ça va se dérouler évidemment dans les 2 langues. Donc, merci de votre patience. Je traduirai tout le temps. Ce que Megan vient de dire, and that's just before I present you. So, we'll just jump right ahead. But, ce que Megan vient de dire, c'est que plusieurs personnes choisissent parce que c'est une médecine préventive, choisissent de rentrer dans l'Ayurveda dès le début et en premier, et il y en a qui choisissent l'approche intégrative et complémentaire. Et ce qu'on voit beaucoup à notre école et ce qu'on recommande aux gens, c'est de prendre l'Ayurveda avant les symptômes, avant des malaises importants, avant une manifestation de maladie grave. Pourquoi? C'est pour mettre en place les bonnes habitudes, les bons protocoles, le bon style de vie et la bonne diète pour éviter justement ce débordement-là qui ensuite amène les maladies. So, Megan, how about, do you want to introduce yourself with maybe your bio, if you want, just a quick resume in English, and I can do it in French right after. How about that? Sure. So, some people that are listening to us are fluent, or some people are their maternal language is English. So I'll let you introduce yourself, and then I'll translate. Okay, wonderful. Thank you. Again, I'm so honored to be here. Thank you for having me. I love sharing the wisdom of Ayurveda. It's one of my favorite things to talk about, maybe my favorite thing to talk about. And I have a background in fitness and movement and wellness and exercise. And I started teaching aerobics and group fitness when I was very young, when I was about 18. And that was over 20 years ago. And my journey evolved from, I always say, from gross to subtle. And so over several years, I finished college and even went to law school. And I finished law school and passed the bar exam, and I quickly decided that I did not want to be a lawyer, and that I was really interested in sharing health and wellness with people through exercise, through fitness. So I taught and owned my own Pilates studio for about 17 years in New Orleans, in Nouvelle-Orléans. Wow. And and it was wonderful. So Pilates, so you were already very used to discipline. Yes, and precision and routine. Yes. Yeah. But I really discovered I was very in mainstream fitness and wellness. So all the things we read about that are supposed to be good for everyone, and a lot of diet culture too was sort of in my background. And as it is in the fitness industry in general, it's I think the fitness industry is kind of catching up with more integrative wellness and tailoring things to specific people. But I really learned so much when I delved into yoga and Ayurveda really intensely about 8 years ago. And I started with a book by Deepak Chopra called Perfect Health. And I think it's been around for a really long time. It's been republished. It's a great book if you're just you getting mean started. Deepak or the book? Oh, both. Deepak's been around a long time. I know. Yeah. But I think the book was maybe published in the 90s. It was one of the first Ayurvedic books in the US. And I learned so much, and it made so much sense to me. A light bulb went off. It's one of those aha moments. And I thought, I want to share this with people. This is what, I'm called to practice myself, to help heal myself, and then to share with others on their own healing journeys. And so I started studying at the California College of Ayurveda. And I was able to do distance learning
and then travel out there when I needed to, and still keep my my fitness, my Pilates business going, so that Wow. it could fund my studies. I could pay Yeah. for my school, Yeah. and I was able to share a lot with my fitness and Pilates clients. They were fabulous and wanted to know all about Ayurveda while I was teaching them the movement. And then about a year and a half, 2 years ago, my partner and I decided that we needed a big change, and we decided to move out west. And I went full time Ayurveda, Ayurvedic health counseling, and I also do energy healing. I practice Reiki and Marma therapy, which is an Ayurvedic form of energy healing and Reiki. And then I started with the California College of Ayurveda's Ayurvedic Doctor Program last fall, and I just graduated in June. So Congratulations. Yeah. thank you. That was my goal. I remember, Yeah. about 6 years ago, Yeah. I said, I want to become an Ayurvedic doctor. So 6 years later, here I am, and it's been a very enlightening journey, and a lot of ups and downs along the way with my own health and my Yeah. own healing practices. But I've learned so much from the whole process, and I learned so much from each and every one of my patients. And I'm so grateful to be able to share with the people that you heal and assist on their journeys. So it's a beautiful collaboration. Definitely, definitely an inspired collaboration. So I'll translate. So give me a Okay, couple minutes of course. because there's a long journey there. That was a lot. Yes, I'll remember to pause in the future. No, it's all fine because we did the notes, we did the work, but it's good. It's all good. So, alors je vais traduire la bio de Megan parce que et elle accompagne la vidéo pour faire rare, donc je vais faire assez rapidement pour qu'on puisse plonger dans les questions qui vous brûlent, les questions de la ménopause. Alors, donc vous avez compris, puis vous pourrez lire à la vidéo parce que j'ai tout indiqué ça, mais Megan Hayes est une praticienne en Ayurveda et une docteure Ayurveda, et c'est très rare, en fait, encore. D'atteindre ce niveau-là ayurvédique, et c'est pour ça que j'étais très, très heureuse de vous la présenter. Elle habite normalement à Salt Lake City. Elle travaille en personne et virtuellement via Zoom. C'est comme ça qu'elle travaille avec moi. Et c'est comme ça qu'elle a des clients de partout dans le monde. Et une des motivations, je le répète, quand j'ai demandé à Megan, ça avait la grande bonté de venir avec nous en entrevue ce soir sur la ménopause, mais on va faire quelques autres avec elle. I'm just saying we're going to do a couple more interviews together sur d'autres sujets parce que je sais que vous l'appréciez beaucoup. C'est parce que je voulais que vous puissiez avoir accès à des soins complémentaires à des prix fort intéressants. Et beaucoup parmi vous aviez manifesté de la curiosité quant à mes soins, quant à mes prescriptions d'herbes et de ghee et de mes prescriptions pour moi. Donc, vous aurez l'occasion d'en savoir plus et d'aller demander à Megan plus d'informations sur sa page. Megan, your Facebook page is Megan Hayes Ayurveda, yes? Yes. OK. Donc, sa page, c'est Megan comme son nom, Meghan, Hays, Ayurveda. Donc, je vous invite à aller la liker. Merci de partager. C'est vraiment important ce qu'on fait parce que c'est de notre précieux temps comme vous et c'est pour empuissancer les femmes et tout le monde sur sa santé. Il n'y a pas lieu de sentir qu'on ne peut pas recevoir de l'aide et des soins en ce moment. Donc, c'est important. Alors, Megan a complété 3000 heures d'études en médecine ayurvédique clinique sur 6 ans pour atteindre le plus haut niveau d'études que l'on donne en Ayurveda, c'est Ayurvedic Doctor, à travers le California College of Ayurveda, qui est le même que je vais et pour lequel j'ai entrepris mon début de parcours. Et je suis, moi, au premier niveau, qui est praticienne
en santé, qui est, pardon, conseillère en santé ayurvédique. Donc, c'est un collège le plus reconnu et le plus vieux de la Californie et qui a été fondé par le docteur Mark Alpern. Avant ça, elle a été également, elle a appris la marmothérapie, la guérison pranique et le Reiki niveau 3 au niveau de maître. Elle les prend en thérapie qui sont à part ou elle les implique aussi dans ses protocoles de soins auprès de ses clients. Également, elle a été dans le monde du bien-être et de la santé pour plus de 20 ans. Elle a eu son propre studio de yoga et pilates et pendant 17 ans en Nouvelle-Orléans avant de décider d'être une praticienne en Ayurveda pendant le temps plein, en fait. Et elle utilise des formulations, des diètes ayurvédiques, des routines de vie faites spécifiquement pour ses clients et sur mesure. Voilà. So let's jump in our subject of this evening, shall we? Yes. So we'll start with the questions. And I have about 5 questions for Megan tonight. Donc, j'ai à peu près 5 questions sur la ménopause pour Megan ce soir. Et Megan a fait les questions, construit les questions parce qu'elle savait ce qui étaient les plus grands challenges au niveau ménopause auprès des femmes. I just said that you did the questions because you know what are going to be the questions. So let's jump with the first one. Alors, I'll translate in French afterwards. So, what is menopause from an Ayurvedic perspective, and can you quickly tell us about the doshas? Alors, qu'est-ce que la ménopause à partir d'un point de vue ayurvédique, d'une perspective ayurvédique? Et Megan, est-ce que tu peux rapidement nous décrire les doshas? So make sure you do short paragraphs. Okay. So shall I do just several sentences and then when I pause, I'll allow you to translate? Okay, great. So menopause marks the time that women's ovaries gradually stop producing hormones, stop ovulating, and stop menstruating. And the average age, I think this is interesting, the average age in the US for menopause is 51. And the average age in Canada is 51 and a half. So just a little later. But menopause... That's because of the cold. We freeze. You're preserved. Yeah, we preserve. Yeah, that's it. It slows things down. Yeah, everything. Exactly. So it can, but it can happen earlier or later. Sometimes it happens in women's 40s. Sometimes it happens in later 50s. From an Ayurvedic perspective, menopause marks the transition from, and I'll talk about what this means, the Pitta time of life to the Vata time of life. So your productive childbearing years to what I like to call your wisdom sharing years. Right? It's time to share what you've gleaned from your earlier stage in life. So the transition from the Pitta time of life to the Vata time of life. Alors, la ménopause marque cette période de vie-là, comme vous savez, où la femme qui produisait des ovules, qui pouvait donner naissance, etc., va arrêter de produire, va arrêter d'être menstruée. Et on associe cette période-là typiquement aux États-Unis, l'âge moyen est à peu près 51 ans et 51 ans et demi au Canada, ça c'est intéressant, pour l'âge de la ménopause. Does Ayurveda consider menopause after the first year you stop having menses? Or? Generally after 6 months to a year of no more menstruation, correct. OK. Yeah. Donc, alors la ménopause est vue comme étant après 6 mois à 1 an où il n'y a plus de menstruation. Et ce qu'elle disait, c'est que d'une perspective ayurvédique, la ménopause correspond
au moment où on quitte la période de vie Pitta, dans laquelle on produit, dans laquelle c'est notre vie active, dans laquelle c'est notre carrière, dans laquelle on a construit notre famille, à la période de vie Vata, qui est un temps dans la vie d'une femme où on devrait être en train de transmettre notre sagesse, de transmettre nos enseignements et de vraiment changer de rythme, en fait. So. Okay. And so to answer the question about what are the doshas, because it's important to have just a little bit of a background in Ayurvedic terminology, I'd like to first just tell you what Vata dosha is. And Vata dosha is made of the elements of air and ether. And people who have a lot of, well, I should back up. So the doshas in Ayurveda are the physiological forces. They're the forces that govern the universe, and they govern nature, and therefore they govern our bodies and our minds. And there are three of them. There's Vata, Pitta, and Kapha. And so now back to Vata, it's made of the elements of air and ether, and it's the lightest and the most mobile and the most unstable of the doshas. And so people who have a lot of Vata in their body and in their mind, they were born with a lot of Vata, or perhaps they've become imbalanced with Vata, they will have thinner and smaller and more delicate features, so thinner hair, thinner bones, etc. And they'll have more irregular digestive symptoms. So because of that air and ether element, they'll have more gas, more bloating, more constipation, and more dryness in all of their tissues, in their skin, in their sinuses, in their mucous membranes, in their lungs, in their digestive system. And at the same time, they'll also have a lot of creativity and enthusiasm. So they're very, they have a lot of energy and a lot of thinking outside the box, right? So they're very creative, but they're also distracted more easily, and they have more, they're more prone to worry, fear, and anxiety. So that's Vata. I try to give the good qualities and then also the unbalanced qualities. Donc, alors, les doshas sont des forces de la nature et en fait sont composés des éléments de la nature qui sont présents partout. Donc, on parle des 5 éléments de la nature qui sont l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Et donc, on les regroupe en Ayurveda avec 3 doshas qui correspondent à 3 types de personnalités, mais aussi des composantes physiques. Donc, on a Vata, Pitta et Kapha. We just covered Vata, yes? Yes. Donc, Vata, la personnalité Vata, mais aussi la structure Vata, l'esprit Vata, c'est une morphologie, une typologie, une personnalité qui va être davantage mobile parce qu'elle est composée de l'air et l'éther. Donc, Vata, c'est l'air et l'éther et on parle de mobilité. On parle de quelqu'un qui est créatif quand il est en équilibre. On parle de quelqu'un qui va parler plus rapidement. On parle de quelqu'un qui va être enthousiaste, qui a plus d'énergie, beaucoup de sens de l'humour. C'est quelqu'un qui, même physiquement, c'est quelqu'un qui est plus allongé, qui est plus angulaire, qui a, on va le voir aussi, quand il est en déséquilibre, on va reconnaître cette personne-là parce que la difficulté à concentrer, il va devenir désorganisé. La personne va devenir les émotions plus anxieuses, les sautes d'humeur, l'énergie va vite diminuer. Donc, l'énergie va devenir beaucoup plus dépressive. What else have you mentioned to that? I want to make sure I said the qualities. So I thought...
Yeah. They tend to be more dry, unstable. Plus sec, plus instable. Donc, Vata, un des exemples, vous allez reconnaître dans la saison froide, la peau va s'écailler tellement sec, là. C'est aussi un dosha qui a tendance à la constipation. C'est un dosha qui a tendance à pas sentir la faim, mais quand ça a faim, ça a très, très faim. Et ça passe vite. Ah, ça mange, puis ça passe. C'est comme, c'est ça. Ça passe très rapidement. Et puis, voilà. Ça. Beautiful. So then we have Pitta dosha, and Pitta is made of the elements of fire and a little bit of water, because you have to have water to contain the fire. But you can think of the water as kind of like oil. It's a bit oily. So fire and a little bit of oil. And people who have a lot of Pitta have very moderate or medium structure. And that's going to reflect their very efficient metabolism. So they take food and produce sort of a just right amount of tissue. And at the same time, that digestive system and that fire can get very hot. So they can be prone to things like inflammation, fiery digestive symptoms like diarrhea, like burning, indigestion. And they have, because of that fire element in their personality, they have a lot of drive, a lot of ambition, a lot of discipline, and they're very focused. And also because of that fire element, they are prone to emotions like anger and judgment and criticism, and they can be very intense. And I think I mentioned their physical features, but they tend to be in the middle. So Vata is very delicate and long and smaller, and Pitta is sort of right in the middle. Donc, alors après Vata, on a Pitta. Pitta est entre Vata et Kapha au niveau ayurvédique, donc c'est le dosha du milieu. Alors, dans ses caractéristiques, Pitta est composé du feu, de l'élément feu, et de l'eau, mais de l'eau qui est huileuse un peu. Donc, on dit que Pitta est feu et un peu huile, de l'eau huileuse un peu. Et donc, dans ses caractéristiques, Pitta a une structure modérée. Pour vous donner juste une idée, moi, j'ai le dosha principal comme étant Pitta. Donc, donc, mon plus grand pourcentage, parce qu'on a les trois, mais mon plus grand pourcentage, c'est Pitta. Et donc, la structure est modérée, le regard est perçant, et c'est un dosha qui peut facilement être sujet à l'inflammation. C'est un dosha qui peut, parce qu'il est très, très performant au niveau de la digestion, c'est un feu, sa digestion est très efficace, mais passe vite à travers. Donc, Pitta peut être sujet, par exemple, à de la diarrhée. On va dire, c'est des choses comme ils sont. Ça peut être sujet à également des brûlements d'estomac. Ça peut être sujet à avoir beaucoup d'énergie, mais à arriver à un burn-out. Parce que il y a tellement d'énergie que le feu, c'est comme si ça brûlait le peu d'huile ou le peu d'hydratation qu'il y avait. Également, c'est un dosha qui peut, en déséquilibre, être en colère. C'est un dosha très intense, très feu, quand il tombe en débalancement. Donc, en Ayurveda, vous remarquerez qu'on parle tout le temps de Prakriti, qui est la notion, le dosha à son équilibre, au moment de sa conception. Donc, au moment de la naissance, donc le dosha comme il était à son équilibre au moment de votre naissance. Et on parle des déséquilibres au moment actuel, quand le dosha sort de
son équilibre de conception. Et c'est là que l'Ayurveda va rentrer en ligne de compte pour ramener l'équilibre. Donc, ça, c'est pour Pitta. Puis Pitta aussi, c'est une peau pâle, c'est une peau qui a tendance à de la rougeur, c'est une peau qui est plus sensible, comme moi, elle peut prendre des coups de soleil. Tandis que Vata, on est dans une peau qui est sèche. Donc, c'est différent. Donc, voilà. Dans Pitta, on est dans une peau qui est sensible. Ça peut donner des idées. Donc, Okay. And finally, there's Kapha. And Kapha is made of the elements of earth and water. So it's the heaviest of the doshas because of earth, and it has the most moisture because of the water element. So people with a lot of Kapha in their body and in their mind will have a thicker, more stable structure. So they have thicker skin, thicker bones, thicker hair, larger features, and they tend to have slower digestive patterns. So they'll have more propensity for feeling heavy or nauseous or even having a lot of mucus in their digestive system or even in their respiratory system. They, at the same time, have more steadiness, right? They're very stable people and they're very nurturing and caring and devoted. So they're a bit slow to act, but once they get going, they're committed. So they will follow through and they will support you too. But when they get out of balance, again, they tend to have more sluggishness, heaviness, melancholy, and lack of motivation that can be termed depression. Although any of the doshas can become depressed, this kind of depression is more a lack of motivation, a lack of fire, a lack of willpower. So that's Kapha. Donc, le troisième dosha, c'est Kapha. Et Kapha, comment on reconnaît? Premièrement, c'est l'élément terre et eau. Et c'est votre meilleur ami. Kapha, c'est ceux qu'on va avoir comme amis. Ils sont très aimables, sont stables, sont de nature posée, ils parlent peu. C'est des gens que c'est difficile des fois de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. C'est des gens qui sont plus... ils vont rester dans le statu quo, sont lents à faire des changements. Pitta va embrasser le changement, c'est un leader né. Vata a de la misère à se déposer, mais, puis il peut être partout puis nulle part. Mais Kapha, c'est des personnes qui sont lentes à changer. Ils vont endurer longtemps avant de changer de position, quelque chose qui est confortable pour eux. Également, Kapha, c'est souvent, c'est des gens qui vont préférer, par exemple, un repas à plusieurs ou être ensemble, à échanger, que d'aller faire une activité sportive. Il va falloir les motiver pour aller faire une activité sportive. Également, Kapha, quand il tombe en déséquilibre, c'est quelqu'un que, mais même de nature, c'est quelqu'un que leur digestion est plus lente. C'est quelqu'un que parfois le prochain repas va arriver puis Kapha n'aura pas faim encore. Donc, quand il tombe en déséquilibre, Kapha, la digestion vient vraiment lente. Ils ont du mucus. Le mucus va se retrouver même dans les selles. Kapha également va être sujet à la mélancolie. Va tellement des fois être stable que il devrait changer de position, mais ne le fait pas. Et également, Kapha, quand il tombe en déséquilibre, c'est très, ça va donner de la fatigue, ça va donner de la pesanteur. Puis je mets souvent en opposition Vata puis Kapha. Kapha, là,
quand il est en déséquilibre, il pourrait faire plus, mais il n'a juste pas la volonté de le faire, puis c'est de la grosse fatigue. Tandis que c'est l'épuisement. Et Vata, quand il est en déséquilibre, c'est pas de la fatigue, c'est qu'il pourrait même pas en faire plus. Il est exténué. C'est pas le même type d'épuisement ou de fatigue. Il y en a un qui sent lourd, lent, épuisé, pesant. Ça, c'est Kapha. Puis Vata, c'est vraiment... on ne pourrait pas y en demander plus. Donc, voilà. So I think that sums it up. Great. Yes. And I just want to point out before we move on that because we're moving from one time of life to another, it's important to understand that there is a lot of extra vata going on during menopause. So not only is there a lot of vata or vata dosha coming in because we're going into the vata time of life, but the nature of the transition, the fact that there is change, that's air element. And that is really important to keep in mind, that there's not only vata because we're becoming, established in our older years and our vata time of life, but the transition itself brings up even more vata. So that's just a little clue as to how we're going to treat menopausal symptoms from an Ayurvedic perspective. Okay, so let me just clarify with you before I translate. So you're saying there's like 2 levels of Vata. You're saying not only we're transitioning in the Vata time of life, but so that's the time of life, but as our journey as a human being, there's more Vata in the constitution. Is that what you're saying? Yes, for everyone. So even if you didn't start out life with a lot of Vata, you're going to be experiencing some because of this change and because also we're moving into the Vata time of life. So if you start out with a lot of Vata, you're going to really experience those symptoms if you're out of balance. Yeah. Got it. OK. So, donc, alors, maintenant qu'on a clarifié les doshas, elle veut s'assurer, Megan, qu'on comprenne bien que quand on rentre dans la ménopause, il y a comme une amplification du vata parce qu'il y a 2 niveaux de vata. Le premier, c'est qu'on rentre dans la période de vie, comme on a parlé tout à l'heure, qui est la période de vie vata. Ça, c'est la première chose. Alors, le moment de la vie où on doit davantage enseigner, où on doit davantage sortir de la vie active et contribuer avec toute la sagesse acquise à redonner et à notre communauté. Mais même si tu n'avais pas beaucoup de vata dans tes doshas, dans tes pourcentages de tes 3 doshas, puis vous pouvez faire notre test sur arielayurveda.com. On a un test si vous êtes curieuse. Mais naturellement, le pourcentage de vata que tu contiens va augmenter en toi parce que c'est également ces qualités-là éthériques, ces qualités-là de vouloir être dans la créativité, ces qualités-là de vouloir être dans l'enthousiasme, de vouloir te déplacer, puis partager. Puis, donc, ça va faire en sorte que ça va augmenter Vata aussi. Donc, il y a une amplification sur 2 niveaux. So anything you wanted to add on that question, or do I move to the other one? That'd be great. Yes. Perfect. Okay, perfect. So I'm going to ask Megan now, and I'll translate, if this is a natural process, why do women experience so many problems like weight gain, hot flashes, and brain fog during menopause? So happy you're talking about the brain fog. Because right now I'm battling some of it. Let's not forget anything. So, OK. Alors, j'ai demandé à Megan si c'est un processus naturel, la ménopause, comment ça se fait que les femmes expérimentent tant de problèmes par rapport à ça, comme le gain de poids,
comme les chaleurs et comme le cerveau là, dans la brume. Hein? Ça vous arrive-tu? Faites des pouces si ça vous arrive, mais si c'est naturel, comment ça qu'on expérimente ces choses-là? Donc. So I don't have the book with me today. I forgot to bring it on my trip, but I know you just ordered it and received it. There's a wonderful book that I recommend everyone to read. I'll show. Give me just 1 second. Yes. Dan, let me ask my handsome helper. Dan, peux-tu me donner juste, j'ai un livre juste à côté de toi qui parle de la ménopause sur le bras. C'est un livre anglophone. Hormones. Tu le vois-tu? C'est un nouveau livre. Juste me l'amener ici. Oui, merci. So, it takes I'll be able to show while you speak. Perfect. So it's by no. Dr. Claudia Welsh, and it's called Balance Your Hormones, Balance Your Life. Balance your hormones, balance your life. She talks about going through menopause, dealing with reproductive cancers, and just premenstrual syndrome if you're premenopausal. And, you know, from the age of puberty onward, she talks about all kinds of female reproductive imbalances from an Ayurvedic, a Western medicine, and a Chinese medicine standpoint. So she talks about all of these things that I'll touch on in a great deal of depth. And again, I highly recommend anyone read this, whether you have ovaries or not. It's a wonderful book all about hormones and how they work. And she explains them beautifully. So I highly recommend that as a read for you. And what she says is really important, and I hope this translates, that you shouldn't wait to dig a well when you're thirsty. You should dig the well ahead of time. You should dig a little bit every day. So, and not wait until you're thirsty to dig the well. And that's the main, one of the main messages I'd love to impart tonight is that menopause is something at which we arrive as a time of our life. And if we have been burning the candle at both ends, if we have been living a really vata and pitta type of lifestyle, which is really common and valued in our culture and our society, we have to do it all. We have to raise the kids. We have to have the career. We have to, you know, be an amazing cook and keep a beautiful home and, you know, take care of everyone. And on top of that, if you can have an orgasm, you know, at right. And be sexy. That would be really good. Right. Yes. So, you know, we arrive at menopause really depleted, usually, is what happens, right? And the thing is, when our ovaries stop producing estrogen, we have other ways of producing estrogen. There are so many cells in our body that will produce estrogen for us. In particular, our adrenal glands. They're little endocrine glands that sit on top of the kidneys. Yeah. They can produce estrogen for us. Yeah. Okay, great. That's a lot. I'll just stop you now because I want to make sure to talk about the well and the book. Yes. And then we'll go back to the glands. You can start from the glands again because I'm going to fall into brain fog. No, you're good. You're good. OK. Donc, alors, dans l'idée de comprendre si la ménopause est un processus naturel et pourquoi, puis merci de partager, merci de partager. Les femmes ont besoin d'entendre parler d'une autre perspective sur la ménopause qu'on est en train de découvrir ensemble ce soir. Alors, dans le but justement de voir, alors si c'est un processus naturel, la ménopause, pourquoi les femmes expérimentent le fait du gain de poids, le fait des chaleurs et le fait de l'esprit confus, l'esprit dans le brouillard. Elle disait, premièrement, elle recommande à tout le monde, et moi, je suis allée me le procurer, n'est-ce pas?
en ligne. Donc, de lire ce livre-là qui est Balancer vos hormones, balancer votre vie. Et Claudia Welch, c'est un docteur, elle explique comment atteindre une santé optimale et un bien-être à travers l'Ayurveda, la médecine chinoise et la science comme on la connaît ici. Donc, voilà. Alors, notre science occidentale. Et donc, elle recommande à tout le monde de l'expliquer, premièrement. Deuxièmement, de le lire, pardon. Deuxièmement, elle dit, la docteure Claudia Welch, dans ce livre-là, elle dit, la ménopause, il ne faut pas attendre de creuser un puits quand on a soif. Et un des problèmes dans notre société occidentale, c'est que le temps de la vie Pitta est tellement valorisé parce qu'on se fait montrer, et encore aujourd'hui, c'est ce qui est encouragé, de courir, de produire, d'avoir des horaires pleins, de produire de manière linéaire. On devrait avoir une famille qui va super bien. On devrait avoir une cuisine et un décor qui est comme dans Instagram. On devrait être sexy. On devrait être là pour les gens nos proches. Et ce qui fait que la période de vie Pitta, qui est la vie active chez la femme, quand c'est le temps d'arriver en ménopause et de transitionner, non seulement la transition ne se fait pas au moment où elle devrait se faire, et la personne continue d'agir en Pitta alors que tout dans sa nature a commencé à prendre le chemin Vata, mais également tous ces abus-là, si on peut le dire comme ça, la rattrapent au moment de la ménopause. Elle aurait dû commencer à creuser son puits avant, et là, elle a soif. So you can go with the gland now. The adrenal Okay, gland. yes. So our cells and certain organs can produce estrogen for us. They can pick up the slack where our ovaries stop. However, your adrenal glands in particular are responsible for and can help produce estrogen for you after your ovaries discontinue producing estrogen. And the adrenal glands are so important and so overused because when we are going through a time in our life or a long period of time for many of us that is very driven, very full or over full, we experience burnout. Our adrenal glands are working overtime. They're working really hard and they're producing cortisol, the stress hormone. And when we arrive at menopause, our adrenal glands are exhausted because we have been carrying a load that's really too heavy for us for a very long period of time. We're usually in a state of burnout or have been for quite a long time. Perhaps even we're experiencing some adrenal fatigue and our adrenal glands aren't functioning properly. So when we arrive at menopause, our adrenal glands can't do the job they're supposed to. And then we don't produce enough estrogen. And so we experience vaginal dryness, we experience hot flashes, dry skin, maybe even some hair loss. We experience all of the things that are the typical menopausal symptoms, even weight gain. And so that's one of that's where our lifestyle doesn't support the natural process of menopause. Okay, so let me just make sure I translate the medical term correctly. Let me ask my great assistant here. Dan, c'est juste chercher glande adrénale pour moi in English, adrenal gland. Je suis à peu près certaine que c'est les glandes surrénales, là.
but I just want to make sure. So I just want to make sure I use the proper word because, yeah, I don't want to translate. Okay. Alors, so there's questions. Et Marie Labrec is asking, is sage good? We'll get to the herbs afterward. Pardon? Adrenal gland is gland surrénal, yes? Okay, perfect. Alors, so Megan, just tell me again where the adrenal gland, they're at the bottom at the back, yes? Yeah, they sit on top of your kidneys. Okay, perfect. Okay. So, alors, donc, alors, parce qu'avec la traduction, je ne vais juste pas me tromper. C'est important, les bons termes. OK. So, alors, ce que Megan disait, c'est que c'est important de se souvenir quand nos ovaires cessent d'être produits, c'est pas la seule chose en nous qui produit de l'estrogène. Puis juste, I have to say, Megan, just for that, it's really enlightening because we always talk about the ovaries and how they stop producing estrogen here in our Western culture. We don't talk about the adrenal gland that produces estrogens, right? Right. We don't hear about that. Am I accurate when I say? Well, I've never. Yeah, I didn't know that until I studied Ayurveda, and yeah, I had no idea. You don't hear about that. Yeah. Alors, donc ici, dans notre culture occidentale, on entend toujours parler que c'est nos ovaires. Puis les ovules, pardon, qui produisent de l'estrogène. Et quand on arrête d'en produire, on n'a plus d'estrogène. Et en Ayurveda, et c'est ce que Megan partage, elle dit que, ben non, en fait, il y a d'autres endroits dans notre corps où l'estrogène est produit, et notamment les glandes surrénales, qui sont situées sur le dessus de nos reins. Et donc, elle expliquait que les glandes surrénales, ben, quand on a un mode d'activité excessive comme il est valorisé en Occident, où on travaille, où on manque de repos, ben c'est là que le gain de poids arrive, c'est là que les chaleurs arrivent, c'est là que la perte de cheveux arrive, c'est là que les maladies du cœur arrivent et c'est là que l'ostéoporose arrive. So you want to say more? Yeah. Okay, great. So let's see. So if we've been overtaxing or overworking our adrenal glands because of all the stress that we're under, they're not going to perform the way they should when we arrive at menopause. So we have to treat Vata and Pitta. Usually there's a lot of Pitta, a lot of fire, but we have to also remember that in order for there to be a fire, there has to be air. So usually there's Vata and there's Pitta. They're partners in crime. And so we've been doing a lot and doing it all, but we've been doing it quickly, right? And we've been doing more and more and more. And so we have to really look at Vata, knowing that we're moving into Vata time of life. There's a lot of Vata because of the change, because of the transition, and we're probably arriving at menopause with a lot of Vata, with a lot of air, a lot of movement, a lot of change, doing too much, thinking too much, right? Everything is excessive. So we have to approach menopause and slow down. And that's very difficult for a lot of people. But I think it's important to change how we change. So we have to change very slowly and very gradually and adopt a new way of thinking. So it's important to realize that at any age, especially if you haven't come to menopause yet, it's time to start digging that well. It's time to start putting some estrogen in the bank by slowing down and editing and taking care of yourself and practicing Ayurveda. And if you're at menopause, if you're experiencing these things, it's not too late to balance. It's not too late to change. And we'll talk about
some specific things that you can do right away to start treating your Vata and treating your menopausal symptoms. Donc, merci de partager, puis continuez de rester avec nous parce que très bientôt, on va parler de ce qu'on peut faire ici maintenant pour traiter certains symptômes de la ménopause et déjà vous sentir mieux avec peut-être même des herbes que vous avez déjà dans vos armoires. Donc, getting back to what you were saying. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que quand on arrive à la ménopause, habituellement, comme Megan expliquait, alors je suis en compagnie de ceux qui viennent de se joindre de Megan Hayes, qui est ma docteure en Ayurveda et qui est étudiée au même collège où j'ai entrepris ma démarche qui débute. Moi, j'ai juste 6 mois. J'en ai pour des années. Mais avant ça, autodidacte, mais maintenant dans un programme. Et donc, Megan, ce qu'elle explique, c'est que même si vous n'êtes pas en ménopause puis vous écoutez notre vidéo de ce soir, c'est le temps de commencer à creuser votre puits et mettre de l'estrogène en banque pour le moment où vous allez rentrer en ménopause. Et elle expliquait que, et c'est pour ça qu'elle disait qu'il fallait regarder ce livre-là et le lire, parce qu'elle disait que vous ayez encore vos ovules ou pas, il faut lire le livre parce que pour vivre une ménopause totalement différente et commencer à avoir une conversation différente autour de la ménopause et enlever le stigma autour de ça. Et notamment, elle disait que quand on arrive à la ménopause, on va arriver avec Pitta à côté au fond. Donc déjà, parce qu'on a fait trop, on carbure à l'ambition, c'est intense nos horaires, c'est intense nos émotions, on est encore en train de fonder, de construire, de bâtir. On est dans plusieurs projets et les horaires, les horaires sont intenses. Et dans la tête aussi, c'est intense, beaucoup de pensées, des émotions. Et on n'a pas appris à s'apaiser. Et également, à Pitta, donc qui brûle beaucoup. Donc, d'où les épuisements qu'on voit notamment chez les femmes, mais à cette période-là de leur vie, mais également, habituellement, quand il y a Pitta, il y a Vata aussi au moment de la ménopause. Pourquoi? Parce que pour les considérations qu'on a discutées plus tôt dans la vidéo, mais également, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de mouvements dans la fin de la quarantaine, la cinquantaine, et là, même dans les pensées, on est en transformation, on est en changement, on est je parle même, like even traveling. Like at that age. Lots of Vata. Yeah. And I see, puis moi, je vois même beaucoup de femmes à la fin de la quarantaine, début cinquantaine, qui aiment voyager. Ça aussi, ça compte pour du changement, puis du déplacement, puis de la mobilité, et ça ajoute au mouvement. Parlez à une femme qui fait ses valises, là. La veille avant de partir en voyage, là, vous allez avoir un exemple de à quoi ressemble Pitta et Vata mélangés ensemble. So I'm saying, if you want to have an idea of what Vata and Pitta looks like, talk to a woman that does their suitcase just before leaving. Like usually at midnight before the plane takes off the next day, you know? Like right. This is exactly what's going on. And this is, we have that on top of the family, on top of the growing children, the teens, and on top of so there's Vata and Pitta right there. And then, donc, alors, les glandes surrénales arrivent déjà très basses et c'est ça qu'il faut changer. Donc, avant d'arriver là, on va bâtir de l'estrogène, puis on va en mettre en banque. Et elle rajoute, Megan, que même si ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, même si vous êtes déjà dans la ménopause et vous expérimentez le gain de poids, le flou mental, les chaleurs, les sauts d'humeur et tous les symptômes, la perte de cheveux, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour changer les choses. Donc, I'm going to ask you the third question for tonight. So what does Ayurveda tell us we can do about these problems? Alors, qu'est-ce que l'Ayurveda nous dit qu'on peut faire à propos de ces problèmes rencontrés lors de la ménopause? Okay, yes. So here we're getting into the good stuff. So as I've already mentioned,
the mind shift that has to happen sort of in the background of all of this is to slow down and start to nourish yourself, nourish your mind, and nourish your body. And I mentioned Vata, right? So we have to treat Vata. And we treat Vata by slowing down gradually. If we do it too abruptly, then we create another imbalance. So we want to do these things gradually. Let me just translate that because it's very important. Don't do it overnight. Do it slowly. Une des choses que Megan m'a appris, puis que je veux vraiment, que Megan veut absolument que j'impartisse sur vous, peut-être that's one of your winning, like your gifts, like one of your gifts. En travaillant avec Megan, vous vous en rendrez pas compte, là. Like they won't notice it if they work with you, but this is how subtle you are. Alors, Megan a fait arriver le changement avec vous très doucement. Vous vous en rendez pas compte, mais elle va vous faire changer une petite chose à chacune des rencontres, une petite chose. Et pourquoi le changement doit se faire très graduellement? Why do you insist so much that the change be so slow? Because if we do it too quickly, that's more Vata, right? So we have to do things gradually so that we don't create more of an imbalance, right? Does that make sense? Yeah. Donc, juste pour que vous, tu sais, une des façons qu'on reconnaît Pitta en passant, I have to say this about Pitta, the to-do list. So, une des façons qu'on identifie Pitta, là, c'est la liste de to-do, OK? Fait que, Megan, la dernière chose qu'elle veut, c'est que les protocoles deviennent un to-do, qu'il y en ait trop, que ça ajoute du stress, puis là, on va augmenter Vata. On va s'éloigner de l'objectif. Donc, c'est un changement, on va ralentir pour avant la ménopause ou dans la ménopause et on va faire arriver le changement tranquillement pour ne pas faire monter le stress, pour ne pas faire monter l'intensité et créer plus de Vata ou plus de Pitta. You know, with the willingness and, you know, the ambition of doing it, l'ambition de faire arriver les choses, on va vouloir se tenir loin de ça. Donc, on va appliquer les changements ayurvédiques, mais tranquillement. Yes. So to treat Vata, we need to bring in grounding routines. So we want to wake up at the same time every day, go to bed at the same time every day, and eat our meals at the same time every day. And there are just a few little things around those routines that are very specific. And one is when you wake up at the same time every day, it's ideal to wake up with the sun. We want to align our bodily rhythms and our hormones with the rhythms of nature, because that's what our body wants to do. It wants to align itself with the world, with the universe. And so if we align ourselves with the sun by waking, hopefully by around 6 a.m., 7 at the latest, and then go to bed by 10 p.m., 11 at the latest, right? And then we want to eat our largest meal around noon when the sun is at its highest and our metabolism is at its highest. We have the most fire at that time. So we follow the sun. We rise, we eat, and then we sleep with the sun. And that's one of the things you can gradually do. So move your bedtime back 30 minutes, move your waking time back 30 minutes, try to get your lunch, in a 12 to 2 p.m. window. So start there with your sleeping, waking, and eating routines. Donc, la première chose avec laquelle Megan veut que vous repartiez ce soir, c'est ceci. And I might put a little personal experience with our working together. Puis ça a l'air anodin, hein, mais je vous mets au défi, sans mettre de stress, sans y aller rapidement, mais d'essayer ça. Ça change déjà beaucoup de choses. Donc, puis d'être vraiment honnête envers vous. Alors, Megan insiste sur le fait que la première chose qu'on va bouger en Ayurveda, c'est se lever aux mêmes heures,
manger aux mêmes heures, se coucher aux mêmes heures. Mais plus que ça, une fois que ça c'est fait, on va l'harmoniser avec le soleil. Parce que notre corps fait partie du cosmos, notre corps veut s'aligner avec le cosmos, puis notre corps veut s'aligner avec tout ce qu'il y a autour. Donc, on va se lever vers 6-7 heures maximum. On va manger vers midi, quand le soleil est à son plus haut. Donc, on se lève avec le soleil. On mange notre plus gros repas, qui est l'heure du dîner, avec le soleil. Et on se couche avec le soleil. Vers 10 heures, 11 heures maximum. Donc, juste ça, là. Alors, on se lève avec le soleil, puis on mange le plus gros repas à l'heure du dîner et on se couche avec le soleil. And juste ça, vous allez voir déjà que ça va amener, parce que ce qu'on veut pour contrer Vata, puis j'ai oublié de le dire au début, et pour diminuer Vata à la ménopause, on veut augmenter l'ancrage. Donc, on veut augmenter pour qu'il y ait moins d'air et d'éther, puis qu'on soit moins là. On va aller chercher de la terre, on va aller chercher de l'ancrage, et ça veut dire que dans les routines de juste les heures de lever, coucher et le repas, les routines comme ça, ça sécurise le corps, ça sécurise votre système nerveux, qu'il va être nourri, qu'il va pouvoir se reposer et donc ça va diminuer la fébrilité, ça va diminuer le stress. Donc, so you can keep going. So one quick question. So what do you say though to a woman, because I know them, a lot of them sleep late since the corona, because we've had the corona fatigue and we crashed during the day and then we woke up at night because of anxiety, and then so what do you say to these women? It's very difficult to break a habit and start a new pattern. But when we disrupt our sleep cycles like that, our hormones really pay the price. And, you know, I think we get into these habits because we are not being dictated by a work structure or a traditional work structure anymore. And I think there's some relief and some freedom around that. But I think most people would agree that it doesn't feel balanced. It doesn't feel aligned. And so I would just encourage people to gradually change the structure of that and see if their hormones become more manageable. That it greatly affects weight gain as well when we are not aligned with the rhythms of the sun. And that's something I wanted just to touch on really quickly, is that that's typically a kapha imbalance, right? Too much tissue. And what that is, it's your body trying to slow you down. It's trying to tell you to stop. It's trying to make you more grounded and heavy. But what happens is you get another imbalance, right? You still have all the vata, you still have all the pitta, and now you've got the excess weight. And so when you slow down and reestablish the routines around the sun, there's a whole, I mean, we could do many lectures on how sunlight affects your hormones, but it's so important to align yourself with those rhythms of nature so that your nervous system can relax. You can let go of the excess weight. You can tell your body, I don't need this anymore. I can let go of the excess weight. I'm taking care of me. You don't need to hold on to the excess. We can let it go. We're okay now. So I would say if any of those things are motivators for you, even hot flashes, right? The too much, too little, the unbalanced body temperature, hormone fluctuations, that's a reflection of your daily schedule. And that's not to shame you or blame you, but those fluctuations, those variabilities in your hormones, that's a reflection of what's going on in your day,
right? That's how you are sort of going through your life. And so if we want our hormones to be balanced, we have to give them a container that is balanced and that is sustainable and grounded. And then we can let go of the excess weight, and then we can feel that balance in our life and our energy levels and our brain, and our body's not shutting down. It's not holding on to excess in an attempt to ground us. We're doing it ourselves with our routines and then some other practices we'll talk about. Donc, une des choses que j'ai demandé à Megan, j'ai dit, mais, parce que je vous connais aussi, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là qui, comme moi, ont traversé à cause de la pandémie, des dérangements d'horaire, on était extrêmement fatigués, on dormait durant le jour, la nuit, t'es super réveillée, tu vas coucher à 3 heures du matin. Faites-moi des pouces si ça résonne. Just like do thumbs up if that, si je parle pour quelqu'un, s'il vous plaît. On aimerait beaucoup, beaucoup voir vos réactions. Ça nous aiderait. Et merci de partager l'entrevue. Et donc, alors, je disais à Megan, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là, tu sais? Parce que, je disais, look at all the hearts and the tongues. So, yeah, we know. Do we know? So, a couple of light sleepers in there. So, fait que là, c'est ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais, tu sais? Et elle m'a dit, premièrement, elle dit, faut pas s'en vouloir, là, les horaires de travail ont changé. Beaucoup ont arrêté de travailler, ou on travaille à partir de la maison, ou c'est plus le même 9 à 5. Donc, on a perdu l'espèce d'encadrement. Nos vies ont arrêté d'être dictées par un horaire de travail. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un sentiment de liberté là-dedans, mais en même temps, ça a créé comme un manque d'encadrement. Et donc, en débordant partout et nulle part comme ça a créé tellement de va-t'en et de mouvement et de mobilité que une des choses qui a fait réagir le corps, quand tu es autant dans le changement, dans l'imprévisible, le corps va vouloir se donner un ancrage. Il va vouloir créer métaboliquement, il va vouloir faire en sorte qu'on ralentisse si on n'est pas capable de se le donner nous-mêmes. Donc, il va nous rendre plus lourd et il va prendre davantage de poids pour faire ce qu'on ne fait pas pour nous ancrer, pour nous ralentir. Et donc, alors, à partir du moment où vous allez lui donner des routines sécurisantes, puis elle dit juste un petit changement, une chose à la fois. Ça peut être, je vais vraiment essayer un soir. This is usually how you work with me. But you're gonna get me to do one day, like, or what? Yeah, then I'm caught up in it. Fait qu'elle va me faire faire, par exemple, un soir. Essaye ce soir-là de coucher plus tôt. Essaye de faire ta routine une fois de telle façon. Essaye. Et lorsque ça crée, évidemment, vous aimez tellement l'expérience que vous allez le refaire. Et elle ne met tellement pas de pression à l'essayer que tu ne sens pas l'obligation, tu sens le goût et l'invitation. Yeah, like you don't dictate us to do something, you invite us to do it during our meetings, and then we just feel like we want to do it. So it's very different. It's very different. Alors, donc, fait que là, vous allez, alors le corps, quand vous allez lui donner des routines sécurisantes, c'est comme si vous alliez lui dire, tu n'es pas obligé de retenir le poids pour m'ancrer, là. Je suis capable de le faire moi-même. Même chose avec vos chaleurs. Elle dit que vos chaleurs sont le reflet de vos horaires. So, ouais. Donc, voilà. Okay. So I just want to talk about just a few more little specific things you can do. And one of them has to do, or maybe two of them, has to do with taking care of your liver during this time.
your liver processes all of these hormones. And when there are hormonal fluctuations, sometimes there's a lot to process, sometimes there's not a lot to process. But keeping that in mind, we want to make sure your liver is performing at its peak. So you're not putting in anything or impeding its performance in any way. And one of the things you can do is have an earlier, lighter dinner. So you want to make sure you're done with dinner at least 3 hours before bed. So if you're trying to go to bed at 10, which is really good for your liver, then you want to have dinner by 7. And it should be a little lighter, a little smaller than lunch, right? Remember, lunch is the bigger meal. Dinner is just a smaller version of lunch. And this will allow your liver to cleanse itself overnight. And I just want to add one more thing before you translate. If for most women, and this isn't forever, but it's while you're experiencing symptoms, if you cut out alcohol, that usually will eliminate overnight hot flashes and night sweats. So the earlier, lighter dinner, and then cut out the alcohol. Again, not forever, just while you're experiencing these symptoms. And why the liver? The liver is what processes all of these hormones. And so arguably, when you have an excessive amount of them, your liver has to do a lot of extra work to process the hormones out of the bloodstream or to tell them where to go. And it's also metabolizing. It has over 500 metabolic functions. And so a large amount of its energy has to do with helping out with digestion as well. And so we want to make sure that we're not giving it too much food to digest overnight, and that it can sort of process and do its job of cleansing the body, processing hormones. And when you say, so when it's hard to cut you, but I want to just make sure I don't lose it. When you're saying there's too much hormones, meaning, and I just want to make sure we get everything right. When in menopause, you have hormonal peaks and then 2 lows, right? You have like your hormones are all over the place, yes? Yeah, and it can definitely, you'll have some natural spikes. It's like your body is saying, one more party, one more, let's ovulate one more time. Let's give it all we've got. And so women may have experienced no periods, and then you have one more, and then it's over. So there are some times when the body will sort of say, okay, one last pitta party. We're going to give you that follicle stimulating hormone one more time. You'll ovulate. And just when you thought maybe you were starting your period again, it's gone. Yeah. So those kinds of peaks and valleys can happen. If you're really keeping on top of your routines, they won't happen as much, but they will naturally occur. And when they're happening a lot because routine is unbalanced, the liver gets overtaxed and you get really hot and fiery. And when you get hot and fiery, that's because the hormones are having a peak, yes? Typically, they don't really understand hot flashes very well. Okay. But in my experience, just, with specific clients and even myself, when we take care of the liver and we give it a break overnight and cut down on alcohol, the things that fire it up, the things that make you hot too. Yes. Then that's a really big help, and can often eliminate those overnight hot flashes and night sweats for most women. So eat your dinner early, have an empty stomach when you go to bed, and no alcohol for a time. Perfect. OK. Donc, ce que Megan mentionnait, c'est que le deuxième truc qu'elle veut vous donner ce soir, c'est à propos de votre foie. Puis elle disait que au moment de la ménopause, d'avoir un foie là, qui est clean et en santé et bien entretenu, c'est une des clés gagnantes. Et ce qu'elle mentionne pour avoir un foie qui processe bien, c'est que
puis d'arriver à équilibrer les hormones, on va vouloir manger que le repas du soir soit le plus léger repas et qu'il soit pris au moins 3 heures avant d'aller se coucher. Ça veut dire que dans notre exemple, ce qui était recommandé par Megan, c'est de vous coucher vers 10 heures, 11 heures au maximum. Ça veut dire que le souper doit être pris à 7 heures. Et donc, ce qui fait que le foie va avoir toute la nuit pour se nettoyer et équilibrer les hormones qui sont dans le flux sanguin. Mais également, elle disait couper l'alcool. So you would recommend no alcohol at dinner. Correct. Correct. And I was told if somebody would really want still a glass of alcohol, I was told white wine. Do you know if that's real? That's true, or I think it probably, I don't know if that's the best. It might just depend upon you. Okay. It might depend upon the person. There might be certain how alcohol is made that, you know, responds better to your chemistry. Donc, alors, il n'y aura pas d'alcool au repas du soir. Donc, de couper complètement l'alcool. Et elle dit, pas pour toujours, parce que peut-être que la personne va vouloir un verre d'alcool de temps en temps, mais au souper, mais durant le temps que vous avez les symptômes. And you say that stops symptoms overnight. Usually, yeah, okay. Usually that's a big help, definitely. Okay, donc the meal earlier, like 3 hours before, and no alcohol. Right, right. Elle dit qu'en prenant votre repas du soir 3 heures avant de dormir et pas d'alcool le soir, ça va diminuer presque instantanément les symptômes. Okay. Yes. Yeah. And then another really effective, so if you're doing all of those things and you're still having hot flashes, number one, make sure you're actually being honest with yourself about how much you're taking on, right? Try to edit your to-do list and slow down. But the second thing you can try that usually works hands down every time is fennel tea. And shall I tell people how to make that, or do you want to translate first? I'll translate first. Okay. Alors, donc, si ça, bon, habituellement, ça va diminuer énormément. Si ça continue, une des choses aussi à tenir en compte, c'est d'être vraiment honnête avec vous et de regarder tout ce que vous faites dans une journée et ce qu'il y a dans vos horaires. Et habituellement, c'est en lien avec le fait d'en avoir encore trop et d'en faire encore trop. Et on n'a pas parlé aussi du symptôme de la sécheresse vaginale, et on va en parler tout à l'heure. Mais une des choses qu'elle dit qui marche presque à tout coup, those are for hot flashes, yes? OK. Donc, pour les chaleurs, entre autres, c'est du thé au fenouil. So, do you want to say, alors, on va vous dire la recette. Donc, do you want to say the recipe? Yes. Okay. So you take 1 ounce or 28 grams of fennel seeds and you pour 3 cups, or let's see, what is that? 3 cups or 24 fluid ounces of just boiled water. So very, very hot water. And you steep that. You steep the 1 ounce of fennel seeds and the 3 cups of just boiled water for about half an hour up to an hour. And then you strain it and you drink those 3 cups of fennel tea over the course of the day. And you do that until you notice that your hot flashes are gone. And at that point, it might be a few days, it might be 1 day, it might be a week. But at that point, you can sort of experiment and see how much you need to keep drinking to keep your symptoms at bay. So you might just need a cup a day. You might need half a cup a day. You might just bring it in if your symptoms come back. But usually that knocks out hot flashes in their tracks. Perfect. Very effective. It's 1 ounce for 3 cups. Correct. Okay. So
une once, c'est combien en cuisine, Dan? C'est une cuillère à soupe? Let me just verify something. Donc, puis steep, ça veut dire quoi? I just want to make sure my words are good. Steep, you mean you let rest, right? The seeds in the water. Correct. Okay. Correct. Soak. Thank you. Looking for a synonym. OK. So, alors, je vais vous donner la mesure parce qu'une once, j'aimerais ça donner l'équivalent de cuillère à soupe. OK. Donc, alors, vous allez prendre, pour le thé au fenouil et les chaleurs, vous allez prendre 2 cuillères à table de graines de fenouil dans 3 tasses d'eau, boiled water, right? Mm-hmm. And you put your 2 cuillères à table de graines de fenouil dans 3 tasses d'eau bouillante. Vous allez laisser reposer. And after how long you strain? 30 to 60 minutes. Après 30 minutes à 1 heure, vous allez égoutter et ça va vous faire un thé au fenouil. Et you start with the 3 cups a day and then you see how much you need. Exactly. Alors, vous allez commencer à boire ça 3 tasses par jour de thé au fenouil. You can keep it in the fridge. Like you can keep it, like not on the fridge, but just on the counter and just skip it. Yeah. Absolutely. Donc, vous allez le garder sur le comptoir, vous allez le boire à travers la journée parce qu'on ne boit pas de liquide froid en Ayurveda, ce n'est pas recommandé. Et vous allez donc boire ça. Puis, ça se peut que ça prenne une journée pour diminuer vos chaleurs, quelques jours ou une semaine. Mais vous allez voir combien, en expérimentant ça, vous avez besoin d'en prendre pour éliminer vos symptômes. Mais habituellement, ça enlève les chaleurs comme ça. Alors voilà, ça va arrêter les chaleurs. So let's keep going. Okay. It's beautiful. It's beautiful. It's amazing. Good. Puis qui n'a pas des graines de fenouil? Like everybody has them. Right? Yes. Super easy. Yeah. And it's a lot of fennel. You know, if you do that for a couple of weeks, you'll end up having to invest in about a pound of fennel seeds, but it's worth it. Yeah. So Danielle is asking, alors elle dit que c'est beaucoup de fenouil, c'est sûr, vous êtes obligé d'investir dans un peu de fenouil, mais je pense que ça vaut plus de chaleur. Now, Danielle is asking, do we need, like when you drink it, you can drink it at room temperature, yes? Mm-hmm. Of course. Yes. So no need to reheat. Not unless you'd like to. Non, c'est room temperature is fine. Yeah. Vous buvez durant la journée à température ambiante. So. I mean, if it's cold outside, I would reheat it a little bit just so you're putting something warm because we want to treat Vata and Vata's cold. But yes, you can drink it room temperature. Absolutely. S'il fait froid, puis la question de Daniel est bonne, s'il fait froid dehors, Megan a dit, je le ferai réchauffer un peu quand j'en reprends parce que Vata est un dosha typiquement associé au froid. Donc, on veut amener un petit peu de chaleur pour calmer Vata. Donc, oui, vous pouvez réchauffer. And just as a side note, I have a patient who takes this tea for hot flashes, but also when her menstrual cycle is a little delayed and she's approaching menopause, but she's not there yet. And so the fennel tea actually brings about her menstrual cycle as well. So it can help regulate the menstrual cycle also. Wonderful. Donc, le thé au fenouil aide aussi à régler le cycle menstruel. Donc, si vous êtes à l'approche de la ménopause ou même avec des menstruations qui sont irrégulières, ça aide à le stabiliser. So, sure. And just precaution, do not take fennel tea when you're pregnant. So if you are trying to get pregnant or could be pregnant, do not drink the fennel tea. Très important si vous êtes enceinte ou si vous essayez d'être enceinte, Megan dit, vous ne pouvez pas prendre le thé au fenouil. Alors, parfait. So, now, so any other herbs, any other routines that you want to share? Sure. So let's see. There's some specific practices. One is, so
a meditation practice benefits everyone, and then a daily breathing practice. So start slowly, start small with just 5 minutes of meditation in the morning or in the evening, and then a little bit of breathing. And the best breathing or pranayama to do to balance the hormones is alternate nostril breathing. And you can Google how to do that. There's so many wonderful videos. I have one on my website, Marielle, and you might have some breathing exercises on your in your material. Yeah, but not just yet. a They're not short up meditation yet. and Yeah. breathing exercise. Okay. So They're in the coming. comments, you can put the link in the comments. So, you can put yeah. the link for sure. They're not up mine yet. Yeah. Donc Megan dit... Yeah, I'll put my link in there. Yeah. Yes. So perfect. So Megan mentionne que une méditation à chaque jour, ça peut être le matin, ça peut être le soir, et couplé à ça des exercices de respiration, donc pranayama en Ayurveda. Et c'est la respiration des narines alternées. Donc, alors, vous pouvez googler, hein, respiration alternée des narines, pranayama. Mais Megan va mettre un lien sur son site, parce que moi, je n'ai pas encore créé les miennes. Et vous allez pouvoir les suivre. Donc, la respiration alternée, c'est très efficace pour équilibrer vos hormones. And also the Ayurvedic practice of Abhyanga, of applying oil to the body every day after bathing or right before bathing is calming and grounding and nourishing to the nervous system, and it helps balance the hormones. So I love almond oil if you don't have a nut allergy. And Ayurveda would say that the best oil for vata is sesame. And if you tend to be a little bit more, if you have skin like me, if you're a little more pink or red or pitta, then you might choose something like coconut oil. And that's a practice that you want to incorporate as many days of the week as you can. That, along with the alternate nostril breathing, are two amazing practices that can help reduce your symptoms greatly. Donc, avec la respiration alternée, Megan dit qu'une autre pratique qui est extraordinaire pour diminuer les symptômes liés à la ménopause, c'est le massage ayurvédique Abhyanga. Alors, si vous êtes Vata, donc, en fait, l'huile qu'elle aime beaucoup, tout au chat confondu, c'est l'huile d'amande si vous n'avez pas d'allergie au noir. Sinon, si vous êtes typiquement Vata, donc la peau plus sèche, l'Ayurveda recommanderait l'huile de sésame. On va la prendre crue, on va la prendre bio, on peut l'acheter en épicerie. Et après ça, pour Pitta, donc une peau rose, une peau pâle, comme moi, Megan, l'Ayurveda recommanderait l'huile de coco. What would you say if someone is more kapha? So if you're more kapha, you don't need to do it as often. So you can use a light application of sesame oil, or you can use a mustard seed or safflower oil. OK. Donc, si vous êtes kapha, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi souvent parce que kapha a la peau plus huileuse naturellement. Donc, vous allez pouvoir en mettre légèrement. Donc, ça va être un peu de sésame ou encore un peu de tournesol. Il y a avec de la graine de moutarde, mais je vais vous garder ça simple. C'est plus facile par expérience. Là, tournesol, c'est facilement accessible à l'épicerie. Ou un peu de sésame qui est tellement utilisé pour plein d'applications en Ayurveda. Donc, ça va servir à beaucoup d'autres applications. Donc, alors, et pourquoi c'est important? C'est qu'à chaque jour, vous allez soit vous mettre l'application avant la douche, donc une vingtaine de minutes avant la douche, vous appliquez votre huile, vous pouvez la faire chauffer dans un contenant d'eau bouillante, mettre votre bouteille, puis l'huile soit chaude un peu, faire un beau massage en partant des extrémités et en remontant. Et
Et sinon, vous pouvez faire aussi après le bain. Donc, on va le mettre, on va mettre un vieux peignoir, puis on va attendre que ça soit absorbé un peu. Et c'est ça avec la respiration alternée, très apaisant, ça va absolument aider les symptômes. Et c'est bon pour le système nerveux, c'est bon pour les hormones et c'est bon pour les jointures aussi. Donc, voilà. Okay. And then there are just a few herbs, Ayurvedic and Chinese herbs, that you might be interested in checking out. Most of these you can order from Banyan Botanicals, and I'll put the link in the comments along with my alternate nostril breathing, or if you guys want to, you can. It's just banyanbotanicals.com. And you can find most of these herbs in powdered form, and you can add a quarter to half a teaspoon to some warm milk before you go to bed. And I'll just kind of list the ones that specifically work on balancing hormones. And I can come back in the comments and list, and I can spell these out. But the first one is Vidari Khanda. Vidari Khanda. And the next one is Shatavari, which you may have heard of if you've studied Ayurveda. Yeah. And Dong Quai is another, and wild yam. And so these are often in Ayurvedic hormone balancing formulas. And Banyan Botanicals actually has a few formulations or in tablet form that have some of these herbs in them. And so I'll let you, if you want to translate that. Absolutely. And we have some supplements also on Ariel Ayurveda. I'm out of the menopause one, but our menopause made by Himalaya, we're going to get some more. We have some stress care, and we have some ashwagandha, which are all helping, and we have some liver care. So these are all helping. But you certainly can put your links. And please put yours too. Yes. Yeah, we'll put all the links in there, and people can pick out whatever they feel drawn to and they feel what's right. And but I also recommend working with a practitioner like yourself, because, and I would just do a caveat here, because I think there's a synergy with things that already people take. I think that sometimes people tend to auto coach themselves, and it needs to be put in an entire wellness plan. This is I've experienced it, because I've seen a lot of women in the US take Shatavari, for example, all over the place, and it's like an almost fashionable item or fashionable conversation to have. But you can take Shatavari all you want, but if you don't have a look at the alcohol, if you don't have a look at that second cup of coffee, you're going to come back that's and something I didn't mention. Yes. And you're going to come back to us and say, well, it doesn't work. Right. So let me just translate that and put that caveat. So, but amazing. Alors, donc, pour vous aider et pour que vous puissiez vous autonomiser absolument sur votre santé, puis voir, puis expérimenter la puissance des herbes, Megan va vous mettre des herbes que vous pouvez commander soit aux US à Banyan Botanical. Il y a différents fournisseurs canadiens, vous verrez. Et nous, on en a aussi des suppléments sur Ariel. Donc, on a du Liver Care sur Ariel, on a du Stress Care, on a de l'ashwagandha, on a Ménopause qui j'en ai plus, mais on va recommander. Donc, qui sont des suppléments déjà avec ces herbes-là, donc entre autres du Shatavari et de l'ashwagandha. Mais Megan va vous mettre des posologies que vous pourrez commander en ligne et vous allez vous les mettre avec. You're gonna write about the milk, right, in the comments? Yes. How to do it with the milk.
Donc, Yes. alors, en Ayurveda, ces herbes-là vont vous arriver en poudre si vous les commandez. Ça va être important de les mélanger avec un lait de votre choix. Et en Ayurveda, c'est pas tout de prendre une herbe, il faut qu'elle soit digérée. Il faut qu'elle soit digérée dans le sens qu'il faut qu'elle soit processée par le corps. Donc, il y a des façons de prendre des herbes pour les rendre plus assimilables et favoriser. On dit tout le temps en Ayurveda, an herb's gotta have an address. So, alors, une herbe doit avoir une adresse pour se rendre au bon endroit dans le corps. Donc, c'est bon la bonne herbe, mais c'est bon aussi le bon protocole. Et entre autres, elle va vous mettre des herbes comme Shatavari, des herbes comme Ashwagandha, du yam sauvage, Dongquai, Brahmi, Gotukola. Alors, différentes herbes que vous allez pouvoir, entre autres, commander de Banyan Botanica. Là, ce qui est important aussi, puis moi, ce que je mentionnais à Megan, puis qu'on voit beaucoup en Ayurveda et au collège aussi, les gens s'improvisent pour se guérir entièrement eux-mêmes seuls. Et autant qu'en Occident, à un moment donné, c'est important de s'entourer d'experts, autant en Ayurveda, on dit que c'est important de vous entourer des praticiens aussi ayurvédiques parce que on est très mauvais juge par nous-mêmes, puis vous pouvez très bien chatavariser tant que vous voulez, mais si vous n'enlevez pas l'alcool quand vous avez des symptômes ou si vous n'enlevez pas la deuxième tasse de café, moi je le sais parce que je prends des super bons cafés au lait d'amande, des espressos que Dan me fait qui sont délicieux au lait d'amande et Megan me dit la deuxième tasse de café, on la coupe. That was really hard. That was really, But that you, was, that was you really did it. difficult. I know I did. I did. Most people don't. So I took two I was today. very impressed. I took 2 today. I take 2 once a week. That's fair. That's fair. That's fair. Donc, elle m'a fait enlever la deuxième tasse de café comme ça. Vraiment comme ça, comme ça, comme ça. Et je ne peux pas croire qu'on a réussi. Mais une fois par semaine, j'en prends 2. Aujourd'hui, j'en ai pris 2. Mais tout ça pour dire que moi, je pense honnêtement que vous pouvez faire des tests pour vous-même. Mais à un moment donné, je vous le dis, ça va être important de vous entourer de bonnes personnes. Moi, je ne peux pas prendre de clients, ça va aller en décembre, mais Megan peut certainement en prendre et elle est fabuleuse, je vous la recommande. Donc, oui, il va y avoir une rediffusion, mais je vous invite à rester tout le long ça va rester sur la page, l'entrevue, parce que c'est une série qu'on commence avec vous. Il va y avoir d'autres invités aussi. Donc, Summer School en Ayurveda, les cours d'été en Ayurveda. Donc, yeah, it was long, but I translated everything. And then... You're amazing. Thank you. Wow. Yeah, well, takes one to know one, right? That's how you say it. So you were saying, is there any other message you'd like to leave us with? Because I think we're about an hour I don't know what time it is now. So probably. Yes, yeah. Yes. I just want to say that we live in a culture that I think overvalues youth sometimes and makes us feel shame around aging. And menopause is a beautiful time to shift into feeling empowered in who you are and what you've accomplished and all of the wisdom that your life has given you. So I hope that you see menopause as a shift that you have earned. You are at a time in your life that's beautiful, that is empowering, and you get to slow down and you get to share everything you've learned in life at this time. So I hope that this talk has given you some the ability to take control and be in charge of your health and make some really informed decisions and choices and feel okay. We've given you permission. Ayurveda gives you permission to slow down and to come into your own body and appreciate and love and nurture and honor your body and the natural process that happens to us all,
no matter what society tells us, we're all going to go through this, and we don't have to suffer. We can make some really empowered choices and take charge of our health and love ourselves and love each other. So that's really, I think, what I want to leave you with, is that you're in charge of your healing, and you get to decide how you age, and how you feel about that. Donc, Megan mentionne, elle veut nous laisser comme message, comme mot de la fin. And will you agree to finish that interview with Om? Of course. Okay, I love that. So, alors, Megan veut nous laisser avec le mot de la fin. Et c'est à propos qu'on vit dans une société qui valorise tellement la jeunesse. And I just wanted to say, I heard Dr. Alpern say the other day, somebody was asking him, she said, this lady, oh, but we see people that look like they escape aging, you know, like they didn't age, and they remain to stay young for such a long time. And Dr. Alpern responded such wisely, said, escape, no, and they're not gonna not undergo that stage of life. They might look as they're not showing it or giving the illusion of, but no, they will not escape or not go through that or not age. No. Right. And right. I really love that, because social media and the image gives us quite the contrary. And you would tend to believe that some individual just skip that. And no, it's part of our nature. And alors, notre docteur en chef, le directeur de l'école, disait récemment, il y avait quelqu'un qui demandait, mais on dirait qu'on voit des femmes sur Instagram ou des femmes dans certains médias sociaux, on se dit, mais mon Dieu, on dirait qu'elle n'a pas vieilli, elle a réussi à trouver la recette pour ne pas vieillir, puis elle a réussi à passer ça ou à ne pas traverser ça. Et Dr. Alpern, dans toute sa sagesse, disait, elle peut sembler, mais non, elle n'a pas réussi. Et non, ça n'arrivera pas, parce que ça fait partie de notre nature de vieillir. Et Megan disait, oui, mais, pas oui, mais oui, et elle veut que vous reteniez le message ce soir, que vous pouvez choisir de quelle façon vous allez vivre votre ménopause, de vous sentir empuissancé, que vous avez des choix, que vous pouvez prendre en charge votre santé, et que vous avez les moyens d'avancer sur un chemin de guérison et de bien-être qui ne fera qu'augmenter. Alors, et de savourer cette période-là où vous pouvez partager toute votre sagesse, mais en vous sentant en forme, épaulé, équilibré, et qu'on commence une autre conversation en puissance autour de la ménopause, que c'est juste un paquet de sautes d'humeur, de chaleur, de déséquilibre hormonal, de fatigue et d'esprit de confusion, puis la tête qu'on a de la misère à retenir puis à être concentré. Et si ça peut aider, je veux dire, je suis en train de moi, je suis en ménopause. Et avec l'aide de Megan et son soutien, je me sens très empuissancée. Je me sens au sommet de ma réalisation personnelle en termes d'acquisition de connaissances, en termes de ce que je peux faire pour ma communauté, de ce que je peux contribuer. Et comme femme, mais aussi comme partenaire de vie, avec mon amoureux, donc je pense que tout ce déclin-là qu'on fait miroiter, là, ce
surévalué, puis ça va être le fun de commencer une autre conversation au niveau de la ménopause. One last thing. Can you answer just briefly about vaginal dryness? Yeah. So it's a reflection of the lowered estrogen and making sure that you bring in not just water to hydrate your tissues, but some oil. So we want to make sure that the diet has a lot of oil in it. And bringing in, and you want to make sure when you bring in more oil, that you bring in more seasonings into your food to help you digest the oil. So ghee is one of the best oils. And then you can also use natural oils to lubricate the vaginal tissues, especially during intercourse. And a really nice oil to use is coconut oil. It's antimicrobial, antibacterial, anti-inflammatory. So if you need to use some extra lubrication to make intercourse more comfortable, coconut oil is nice, but also work from the inside out. So get in more oil in your diet. So healthy oils like ghee, clarified butter, extra virgin olive oil, sesame oil, and then demulcent teas. And demulcent just means it draws moisture to the tissues of the body. And that would include marshmallow tea and slippery elm tea and licorice. Be careful with licorice if you have high blood pressure, but licorice, marshmallow, and slippery elm tea, and then ghee and sesame and olive oil on your food, and then coconut oil on the vaginal tissues if needed. Donc, pour la sécheresse vaginale, il n'était pas question que je laisse partir Megan sans adresser ça. Donc, vous allez pouvoir, ça va être important, les gens pensent à juste de l'eau parce que c'est la sécheresse, mais non, ça va être avec des huiles. Donc, durant la relation sexuelle, une belle huile à prendre, c'est de l'huile de coconut parce que c'est antimicrobien, antibactérien, et donc on va le prendre pour protéger les tissus vaginaux si on en a besoin. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être plus d'huile à l'interne. Et ça, moi, j'ai trouvé que ça faisait un bien tellement pour la sécheresse tout court qu'on ressent dans tout le corps durant la ménopause. C'est extraordinaire. Donc, du ghee, on en vend sur Ariel Ayurveda. On va en recevoir d'autres. Donc, c'est un beurre clarifié qu'on fait en Ayurveda. Sur notre page Facebook, Ariel, Daniel en a déjà filmé un, vous pourrez aller voir. Donc, on va prendre du ghee quand on fait revenir un petit peu de ghee à chaque jour, quand on fait revenir des légumes. Et à toutes les fois où on cuisine, on va amener des bonnes huiles. Donc, de l'huile d'olive aussi, c'est très bon. Et pour digérer ces huiles-là, ça va être important, de mettre des bonnes herbes dans notre nourriture. On va vous mettre une recette d'herbes d'été que Daniel va vous mettre dans la prochaine semaine. Donc, un mélange d'herbes pour l'été qui est supportant pour tous les doshas. Et également, donc, de l'huile à l'interne, de l'huile durant la relation sexuelle et pour terminer, des thés émulsifiants, je pense que c'est la bonne traduction en français. Donc, ça veut dire qu'ils amènent de l'hydratation. Ça veut dire, par exemple, un thé à la guimauve. Ça, c'est des thés qui sont très bons pour faire retenir de l'humidité dans le corps et contrer la sécheresse. Elle parle aussi du thé à la réglisse. Le thé, licorice tea, you have to be careful if you do high blood pressure, yes? Donc, le thé à la réglisse, il faut faire attention si on fait de la pression haute, de la pression sanguine élevée, de la haute pression, pardon. Les mots me manquent. I think you said marshmallow, licorice, and then slippery elm. Slippery elm, I don't know in French. I know, I don't either. On cherchera une autre. It's okay.
il y a une autre plante, mais là, le mot anglais, le mot français me manque. Donc, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Et then, do you want us to conclude? Sure. I'll just read you a couple of comments. Let me see if I can see the comments. Oh, I think slippery elm is orme glissant. Oui, c'est peut-être pas ça exactement, mais ça se pourrait que ça soit ça, de l'orme. Donc, on va laisser les gens googler. Véronique dit thank you. A lot of people say thank you very much. They are very appreciated. They can't wait to hear the other interviews and learn more. And merci à tout le monde d'avoir écouté. J'ai traduit à Megan que vous aviez hâte d'entendre les autres entrevues et d'en apprendre plus. Et je vais demander à Megan de terminer avec une courte méditation qu'on fait toujours en Ayurveda au début ou à la fin d'une classe. And I'll let you finish with a short meditation or just a closer. Yeah. A closing. Yeah. A closing om? Yeah, a closing home. And I want to thank you. Donc, merci infiniment, Megan. That was impeccable. That was brilliant and very, very illuminating. And thank you for your time and your compassionate heart. And it's been a longer than expected, but I think everybody's going to have great takeaways. And I know many of them will listen again tomorrow because it was packed with strategies and great advice. Good. Thank you so much for having me. I'm so honored to be here. Thank you, everyone, for your time and attention. And Marie-Hélène, thank you so much for your translating tirelessly and flawlessly. And thank you so much. I appreciate you. Yes. And I'll close with an om. Yeah. All right. Perfect. Namaste. Namaste. Au revoir. Bye-bye.